le bétail électoral. On a utilisé des enfants pour pouvoir faire croire dans un but précis. Et c'est ça qui est critiquable. Que vous demandiez à des enfants de venir exprimer avec leurs mots à eux, avec leurs impressions, ce qu'ils peuvent ressentir est dans leur intérêt. Donc, on ne peut pas mettre sur un même plateau, chers confrères, la présentation des enfants comme étant des gens qui viennent exprimer leurs désirs pour qu'on puisse les entendre, et la présentation des enfants qui sont utilisés dans le contexte qu'on voit là aujourd'hui. Je dis c'est déplorable. Voilà. Maître, personne de ces enfants-là, si on s'en tient à ceux qui sont là, n'a l'âge pour aller voter. Donc, parler de bétail, c'est une exagération de mon point de vue. Donc, il faut rester restons sur terre, restons au Cameroun, ne faisons pas comme si on n'est pas au Cameroun. Je vous dis, tous les enfants qui étaient à cette manifestation étaient accompagnés d'adultes. Et vous auriez dû, pour qu'on soit très complet sur l'analyse, présenter les autres images. Parce que ce ne sont pas ces enfants qui ont organisé cette manifestation. Il y a des gens qui ont organisé cette manifestation qui sont des adultes. Très bien. Il y a ce message d'un jeune, justement, qui nous permettra probablement de mettre un thème à ce plateau. Bonjour le plateau, je suis un jeune, mais je ne suis pas d'accord de l'implication des enfants dans les manifestations politiques. Ces adultes qui mobilisent les enfants des autres, est-ce que quelqu'un parmi eux a au moins un de ces enfants, petit-fils, très précieux dans ces lieux? Point d'interrogation. Car si c'était vraiment de bon cœur, nous devrions retrouver les leurs dans les groupes d'enfants. Le Cameroun est le seul pays où on voit ceci. Ailleurs, les enfants sont impliqués dans les manifestations de revendication de leurs droits d'enfant. Pas de campagne, c'est le disputateur qui le dit. Je dis simplement que, très souvent, je vais essayer de me répéter en espérant être un peu plus clair, très souvent, la position, la posture que M. Bengono peut avoir peut parfois être mise en sourdine au profit de ce que l'honorable Bengono peut vouloir avoir à défendre. C'est de ce point de vue. Donc, entendons-nous bien. Maintenant, sur le fond, sur le 2 poids 2 mesures, je vais réitérer ce que j'ai déjà eu l'occasion de vous indiquer. Premièrement, il est arrivé dans votre débat à 2 reprises. La première, c'est que ce qui est autorisé au RDPC ne l'est jamais pour les autres partis politiques. Et pour le citoyen lambda, non encarté que je peux être, j'ai le droit de m'en plaindre. Parce que je ne retrouve pas dans l'expression des opinions diverses que proclame la Constitution l'opinion de ce que d'autres personnes que le RDPC peut offrir. Je ne la retrouve pas. Et c'est dommage parce que la mise en œuvre des droits n'est pas la même selon qu'on est du RDPC ou pas. Jusqu'à ce que le confrère apporte le deuxième problème qui est le 2 poids 2 mesures, qui est celui de ce qu'on ne peut pas en même temps, sans être contradictoire, prétendre que les enfants ne peuvent pas être sur la scène publique et en même temps les admettre, notamment dans le Parlement des enfants. Et je pense que nous tous ici, nous savons très bien que dans tous les cas, les enfants font toujours l'objet d'une protection. Et qu'une protection est une mesure de faveur. En l'occurrence, nous ne sommes pas dans la manifestation d'une mesure de faveur. On est dans le cadre de ce que, sans être encore violent ou brutal, on a coutume d'appeler le bétail électoral. Je voudrais qu'on s'accorde sur la compréhension du mandat impératif nul, en vous remerciant déjà pour votre contribution en semaine, parce qu'on vous a contacté. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, Maître Claude Assira, ensuite Stéphane Accord, par ce concept du mandat impératif nul? Alors, j'aimerais d'abord vous indiquer que le micro. Voilà, que votre présentation liminaire au tout début de ce propos comportait une chose qui était honnête, sincère, et une autre qui l'était un peu moins. Vous avez pratiquement planté le décor en indiquant qu'il y avait un vide juridique qui pouvait justement ouvrir la porte à toutes les spéculations. Là, je suis entièrement d'accord avec vous, mais je pense que là où vous avez eu un peu tort, c'était de nous présenter tous comme étant des experts. Moi, je suis peut-être juriste, j'essaye modestement d'être avocat dans ma vie de tous les jours, mais avocat ne vous donne pas la science infuse. Je suis, comme avocat, juriste privatiste. Et donc, par conséquent, la question que vous posez
ne relève pas de mon champ scientifique d'intérêt immédiat. Donc si je m'y intéresse, c'est uniquement comme citoyen et je vais dire peut-être un peu comme penseur. C'est tout. Donc je ne vais pas pouvoir vous dire ici des choses qui vont être transcendantes ou immanentes, qui doivent être considérées comme étant la science infuse. J'essaie juste d'apporter toujours, comme chaque fois que la question m'est posée, une contribution selon mon niveau de compréhension, moi-même, voilà, à la question de l'heure. Maintenant, pour répondre, je vous propose cet exercice. Je vous en prie. Nous avons contacté un certain nombre d'enseignants justement pour comprendre ce à quoi renvoie cette question de mandat impératif. Parmi eux, le professeur Mathias Eric Onanguiné. Si vous voulez, je partage avec vous ce qu'il nous a dit et sur la base de ça, vous pouvez soit réagir ou bien nous donner vos éléments de compréhension. Voici ce qu'il dit, le professeur Mathias Eric Onanguiné. La notion de mandat impératif nul est énoncée dans l'article 15 alinéa 3 de la Constitution. Elle concerne seulement l'exercice du mandat du député au sein de l'Assemblée nationale. On ne peut s'en prévaloir pour des activités qui n'ont rien à voir avec le mandat représentatif exercé. L'article de la Constitution qui est pertinent pour l'élection présidentielle, c'est l'article 6 alinéa 6 qui dispose que c'est la loi, le code électoral en l'occurrence, qui fixe le régime de l'élection présidentielle. Ce sont donc les dispositions de l'article 121 du code qui s'appliquent. C'est le code électoral, pas la constitution qui organise le régime de l'élection présidentielle. Un parti ne peut donc se prévaloir d'élu qu'il n'a pas investi pour le représenter dans des élections municipales, régionales, sénatoriales et législatives en vue d'investir lui-même un candidat pour l'élection présidentielle. On ne peut considérer que ce parti qui ne s'est présenté à aucune élection respecte les conditions posées par le code électoral pour les candidatures à l'élection présidentielle. Voilà ce que dit le professeur Mathias Eric Onanguiné, juste pour partager avec les téléspectateurs et vous-même. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre par ça? Que lorsque une personne a été élue, elle est susceptible d'avoir deux formes de mandat. Ça peut être soit un mandat représentatif, soit un mandat impératif. Et on considère habituellement que le mandat impératif impose une discipline stricte, rigide, une sorte de dogme à celui qui en est investi. Ça veut dire en d'autres termes que, pour dire les choses simples, si éventuellement l'honorable Bengonan avait eu un mandat impératif, la question qui est débattue à l'Assemblée nationale lui impose de ne dire que ce que, en coulisses, son parti, le RDPC, lui impose de dire et pas autre chose. Et évidemment, ça portait atteinte à la liberté et à l'indépendance de la personne et du député qu'il peut être. C'est la raison pour laquelle, moi, il me semble que la Constitution a bien fait en lui disant, à partir du moment où vous avez été élu, vous n'êtes plus le député du RDPC, vous n'en êtes plus prisonnier, vous devenez le député de la nation. Ça veut dire que vous parlez, vous avez le droit, si dans votre conscience, vous estimez que ce que votre parti a pu vous dire en coulisses, juste une petite parenthèse pour vous dire que ce détachement-là existe, le parquet a la possibilité il y a une discipline également dans les fonctions, je pense, je parle sous le contrôle de mon confrère, le parquet est tenu à la subordination hiérarchique uniquement dans ses écrits. Lorsqu'il reprend la parole oralement, il a la possibilité de le dire ouvertement ce qu'il a envie de dire. C'est la distinction, le départage qu'on fait entre l'homme et la fonction qui est la sienne. On reconnaît à l'homme la liberté, l'indépendance qu'il peut exprimer, mais dans sa fonction, on le rattache à. Donc, il serait investi d'une mission parce que le parti lui donne, on a besoin d'investiture. Et peut-être que c'est de là où naît l'ambiguïté. Parce que vous allez voir que on va se poser la question à un moment donné de savoir, est-ce que le mandat qu'on vous donne, dès lors que vous avez la possibilité, vous êtes tenu absolument de vous y tenir, vous n'êtes pas tenu de vous y tenir, est-ce que le fait
de vous en détacher vous laisse donc la possibilité de vous balader librement comme vous voulez. Autrement dit, à quoi sert l'investiture? L'investiture, il m'a semblé, même si la loi ne le dit pas explicitement, que Juste pour aller à la conquête des suffrages. elle devait être un élément de vérification de la présentabilité, de l'honorabilité. Voilà. C'est la raison pour laquelle je pense que même nous, dans nos groupes WhatsApp, voilà, vous avez deux façons d'accéder à un groupe WhatsApp qui n'est pourtant pas un modèle de représentation. On vous dit, voilà, soit vous en avez, ils sont totalement ouverts, vous pouvez entrer. Il y en a d'autres où vous allez avoir besoin d'être adoubé par 1, 2, 3 ou 4 membres pour être sûr qu'on ne va pas admettre n'importe qui. Et ça me semble être une mesure élémentaire de précaution et de garantie de, je veux dire, du sérieux de l'activité qu'on y fait. Donc, le Cameroun, la Constitution du Cameroun, article 15, a décidé que ça ne pouvait pas être un mandat impératif et que la personne avait donc la liberté. Donc, il était un représentant de la nation. Mais ce que dit le professeur Onanguini, je suis entièrement d'accord avec lui, c'est que ça ne, et c'est important, il a dit dans l'exercice. Parce que vous avez deux choses qu'il faut prendre en compte. Il y a l'investiture dans un mandat et il y a l'exercice du mandat. Donc, le mandat impératif ne concerne que l'exercice. Nous, notre problème à nous, il est au niveau de l'investiture. Et c'est là où, malheureusement, la loi ne dit pas grand-chose. Et c'est pour ça que je retombe, voilà, oui, sur ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez entièrement raison quand vous dites que c'est un vide juridique. Il y a une question dans lequel, évidemment, les interprétations sont libres en fonction des intérêts du moment. Il y a un sous-thème qu'on a bien voulu consacrer à cette question. Y a-t-il un vide juridique? Alors, avec vous, je corse un peu la question. Pourquoi ce qu'énonce la loi, qui est semblée faciliter la compréhension, semble ambiguë, ou du moins, pourquoi la question de la nullité du mandat impératif semble poser problème? Stéphane Accord. Bon, comme Claude, j'évite de me poser en expert. La preuve, c'est que les experts, on les réunit en état généraux, pas en conclave, et ça ne donne rien, un grand n'importe quoi. Je ne voudrais pas être toujours pris dans du grand n'importe quoi. Ça peut être détestable, surtout à mon âge. Donc évitons l'expertise, comme Maître Assira, je parle en citoyen et j'essaye de faire agir ma conscience, et si j'en ai un peu, mon intelligence. Deuxièmement, j'ai un très sérieux problème avec l'intitulé de ce thème-là. Parce que le mandat impératif, pour ce que j'en ai gardé comme définition de mes années d'études en sciences politiques, c'est effectivement le fait qu'on ne peut pas élire quelqu'un pour qu'impérativement il vote un certain type de loi ou il adopte une certaine posture dans une assemblée. Et donc c'est proscrit, et c'est proscrit depuis très longtemps, évidemment, parce que notamment on pensait ainsi se protéger de certains lobbies, vous savez, l'influence des lobbies pharmaceutiques ou militaro-industriels, qui pourraient faire élire des députés en leur demandant impérativement de voter tel type de loi. Mais ce concept se heurte à la réalité de la vie parlementaire, qui est qu'une fois élu, le représentant de la nation vote en son âme et conscience. Et il est représentant de la nation. Il est élu d'une circonscription. Donc des électeurs l'ont choisi, lui, après que son parti l'ait désigné, pour aller défendre une certaine politique à l'Assemblée. Mais une fois qu'il est à l'Assemblée, il est là pour parler de la République tout entière et donc de prendre en considération les situations au-delà de celles qu'il connaît dans sa circonscription d'origine. Donc il y a cette ambiguïté à laquelle il faut rajouter plus qu'une ambiguïté, le fait qu'il y a ce qu'on appelle la discipline du parti, qui fait que quand le la discipline du parti, c'est un principe interne aux formations politiques. Oui, mais c'est une constitution qui, elle, est supra. Non, c'est un impératif, parce que cela fait au bout d'un moment qu'un député, sur un sujet, ce n'est peut-être pas le cas au Cameroun parce que le RDPC a une très large majorité, mais on l'a vu dans certains pays où si tout le monde ne vote pas cette loi-là dans le groupe parlementaire donné,
l'opposition pourra réunir plus de voix et emporter la décision sur cet élément. Donc ça c'est juste pour dire que la question, à mon avis, elle se rapporte à la discussion sur le fonctionnement de nos assemblées. Et je ne pense pas que c'est ce que vous ayez souhaité, que l'on discute du fonctionnement des assemblées. Maintenant, de savoir comment on devient candidat, ça c'est une autre question. Tout à fait. Et on peut en On va parler. parler justement. Alors, à l'honorable Somba Begbono, on a justement la chance d'avoir non seulement un militant, mais qui puisait appartient à la chambre où on légifère. La question simple que je vous pose, c'est quid de la ligne de démarcation entre cette notion du mandat impératif nul et sa lisière avec la discipline interne du parti? Bon. Je crois que vous aurez gagné à bien lire la Constitution. Article 3 de la Constitution, les partis et formations politiques concourent à L'expression l'expression. du suffrage. Voilà. Ça, c'est très avant l'article 15. Vous aurez également vu à l'article 2 que la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce par le président de la République et le Parlement. Ça veut dire quoi? Et là, vraiment, les jeunes qui nous regardent, qui sont des étudiants, moi j'ai eu la chance d'être l'étudiant du professeur Joseph Orona pour le droit constitutionnel. Le mandat impératif s'oppose au mandat représentatif. Pourquoi? Selon Rousseau, la souveraineté peut être populaire. À ce moment-là, le mandat devient révocable. Et lorsqu'elle est nationale, le mandat n'est pas révocable. Et toutes les grandes démocraties ont abandonné la souveraineté populaire parce qu'elle ne donnait pas justement la liberté aux partis politiques qui sont convoqués dans le fonctionnement de l'Assemblée et des parlements de fonctionner à peu près convenablement. Vous avez vu récemment en France, on a demandé à des députés représentant la nation de s'engager à ne pas censurer un gouvernement si parce que ce gouvernement insère dans les projets de loi un certain nombre de dispositions. Pourtant, nous sommes en plein mandat représentatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas exclure le fait majoritaire du fonctionnement de ce que vous appelez le mandat. Autrement dit, un parti majoritaire se retrouve Abandonné complètement? non, pas abandonné. Lui. Pas abandonné, il se retrouve en situation, surtout si ce fait majoritaire est cohérent avec la majorité présidentielle, comme dans le cas du Cameroun, où l'initiative des lois appartient concurremment au président de la République et au Parlement, vous vous retrouvez pratiquement dans une cohérence institutionnelle qui facilite les choses à la fonction exécutive. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nulle part l'article 6, alinéa 6 de la Constitution, qui parlait du régime de l'élection présidentielle, ne renvoie à la question du mandat. Je vois la préoccupation qui est la vôtre, c'est-à-dire tendre la perche à un parti politique qui n'a pas voulu assumer sa responsabilité constitutionnelle consacrée par l'article 3, à savoir l'expression des suffrages. Et ce parti a mis dans la tête des gens que le député a un mandat impératif, article 15, ce qui est tout à fait vrai. Le député n'a pas de mandat impératif. Mais Il a un mandat. La justement. seule chose qu'un député camerounais puisse faire pour un candidat qui veut être investi, c'est de lui donner une lettre de parrainage, qui n'est pas un bulletin de vote, mais qui est l'exercice d'une mission de service public. Exactement comme si vous donniez au maire la possibilité de signer une copie d'acte ou un extrait de naissance. Moi, j'ai toujours dit au président du MRC, venez me voir, je vous signe Vous ça. avez eu des discussions? Non, je dis à ces militants, c'est lorsque le député, l'élu ou les personnalités dont on parle à l'article 121 font ça, ce n'est pas un acte d'adhésion au parti politique, c'est une mission de service public. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui veulent être candidats doivent bien lire cet article. Si vous n'avez pas un parti qui a des élus, l'alinéa 2 vous donne la possibilité de recourir vers ceux qui ont donc reçu des mandats, notamment les conseils municipaux, les conseils régionaux, les députés, les sénateurs, pour qui vous donnent cette lettre. Et vous avez bien fait de lire que on ne peut donner une lettre de parrainage qu'à un seul candidat en one shot, Oui. c'est-à-dire une seule fois. Donc,
Le mandat impératif n'a rien à voir avec la d'ailleurs, possibilité. le mandat impératif est d'autant plus nul que la seule possibilité, et c'est pour ça que j'ai dit à mon cher collègue Nietzsche que on ne siège pas à l'Assemblée nationale par adhésion. C'est-à-dire que le processus électoral est fait de telle sorte que des partis investissent des candidats à des consultations, suffrage universel ou suffrage universel indirect, et ces suffrages sont exprimés en sièges. Et c'est la répartition des sièges qui dit qui est assis. Nietzsche a démissionné du SDF, mais le SDF a gardé ses 5 sièges. Tout à fait. Parce que le FCC qu'il a créé n'a jamais investi des candidats à l'élection de 2020. Donc vous voyez que nous sommes dans une fabrication. De l'opinion. J'aurais souhaité que l'un des grands défenseurs de cette histoire de mandat impératif, d'adhésion, mandat représentatif dont le député peut... C'est faux. Il nous a fui à un débat ici il y a 2 semaines, j'étais avec vous. Moi, j'aurais souhaité qu'il soit là et qu'il explique aux gens. Parce que ce n'est pas une question de parti, c'est une question de responsabilité politique. Très bien. Et je conclue en disant que les 18 partis politiques qui peuvent investir ont ce qu'on appelle la capacité juridique. C'est-à-dire que si vous n'avez pas cette capacité-là, vous ne pouvez pas investir un candidat au terme de l'article 121 alinéa 1er. En revanche, vous pouvez aller verser signature alinéa 2 pour que votre candidat se présente comme candidat indépendant. C'est la seule possibilité ouverte au MRC. J'ai envie de vous rappeler d'ailleurs que sur ce plan, vous n'êtes pas très loin de ce qu'a expliqué Maître Assira dans son poste, où il est formel. Non, c'est la capacité juridique, le MSL l'a pas. Alors, mais finalement, on a le sentiment, Maître Sama, que le législateur, je ne sais pas si c'est fait exprès, crée une sorte de chambouillamini ou d'ambiguïté qui rappelle ce que le Noir disait tout à l'heure, les partis politiques concourent à l'expression des suffrages, c'est-à-dire il revient à eux le droit d'investir les candidats aux élections, mais après rappelle que le mandat impératif est nul, c'est-à-dire quand bien même les partis politiques concourent à l'expression des suffrages, c'est-à-dire investissent les candidats, une fois qu'ils ont eu le mandat du peuple, eh bien ils peuvent s'affranchir ou peut-être même s'aliéner ce diktat des partis politiques. Alors, avant, je vais vous surprendre. Pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté. Pour moi, il n'y a d'ambiguïté ni dans la Constitution, ni dans le code électoral. Il n'a été créé aucune ambiguïté par le législateur pour la simple raison que la question du mandat impératif n'influence même pas, elle n'impacte pas la question de l'éligibilité d'un candidat, parce que le débat de fond est de savoir, et l'honorable l'a évoqué tout à l'heure, était de savoir si le candidat potentiel, Maurice Kamto, le professeur Kamto, pourrait éventuellement être investi par les élus ayant démissionné de formation politique. Exactement. Il n'y a pas d'ambiguïté parce que de toute façon, comme je le disais dès le départ, dans une discussion précédente, le professeur Maurice Kamto, même lorsqu'il a démissionné, savait qu'il pourrait se présenter. Grand expert du droit, options qu'on a évoquées. Grand expert du droit, il savait qu'il pouvait se présenter. C'est nous-mêmes qui avons créé le débat autour de cela. Parce que même s'il reste dans le cadre du MRC, il peut effectivement bénéficier des signatures des différents élus et être effectivement investi par le MRC et se présenter comme candidat à l'élection présidentielle. Mais Maître Sama, vous savez parfaitement pourquoi nous faisons ce débat aujourd'hui. C'est que pendant que nous sommes en pleine émission en direct, il y a une cérémonie prévue à Bafoussam où des élus qui ont démissionné des formations politiques rejoignent la formation politique et depuis quelque temps, ils alimentent l'idée selon laquelle ces élus les ayant rejoints, ils ont désormais des élus. Vous le savez parfaitement. Non. C'est pour ça que j'ai dit qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur cette question-là. Le parti politique, comme il a été dit tout à l'heure, le parti politique investit un candidat. C'est sa première mission. C'est ainsi qu'il concourt à l'expression des suffrages, en investissant un candidat. Lorsqu'il a investi le candidat, il l'investit à l'effet de se présenter, parce que ça aussi c'est une nuance qu'il faut faire sur la question du mandat.
Le mandat dont on parle, c'est celui qui est donné par le peuple ou par le parti politique. Le parti politique vous investit à l'effet de vous présenter comme candidat à l'élection présidentielle, pour parler de cette élection-là. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire lorsque vous serez président? Cela ne vous lie plus au parti. Parce que à ce niveau, effectivement, ce n'est pas un mandat impératif. Le parti n'a pas dit, lorsque vous serez président, nous voulons, par exemple, que l'autoroute Yaoundé-Douala soit faite en 6 mois. Non, le mandat que le parti vous donne est de vous présenter à l'élection présidentielle. Est-ce que le MRC a la capacité d'investir le candidat Kamto? Est-ce qu'il a la capacité? Il ne peut le faire que dans les conditions de la loi. Parce que s'il investit le professeur Kamto et que les conditions de la loi ne sont pas respectées, cette candidature sera rejetée. Alors, Maître Sama, justement, venons-en au but. Je l'ai dit tout à l'heure, Maître Claude Assira a commis un poste, il est là, Dieu merci. Mais je lis déjà une partie pour vous lancer justement. Après avoir évoqué la compréhension du mandat impératif, il poursuit. La zone d'obscurité est celle de savoir si des élus déjà élus et qui viendraient à abandonner le parti qui les a investis pour l'élection, pour une inscription ad hoc dans le parti qui veut présenter un candidat à l'élection présidentielle, confère à celui-ci la capacité d'investir. Écoutez bien la réponse qu'il souligne en gras. La loi est muette là-dessus. Mais comme se le dit déjà, le caractère impératif ou représentatif du mandat n'est pas ici en cause. La loi n'a même pas besoin de se prononcer sur cette question. Elle va de soi. Je vous prends un titre d'exemple. La situation dans laquelle le RDPC a investi l'honorable Bongono et Sumba Bongono pour se présenter aux législatives. Il siège à l'Assemblée nationale parce qu'il a été investi par le RDPC. Et lorsqu'on décompte le nombre de députés du RDPC, il en fait partie. Le nombre de sièges, j'ai envie de dire, occupé, le nombre de sièges, pas le nombre de députés, mais le nombre de sièges. Son siège est celui du RDPC. Alors, l'honorable Sumba Bongono peut partir du RDPC, si bon lui semble, mais au sein de l'hémicycle, ce siège-là est le siège du RDPC. Parce qu'il peut être occupé par le suppléant. Le suppléant. Exactement. Donc, le siège reste celui du RDPC. Maintenant, si d'aventure, l'honorable Sumba Bongono s'en va au MRC, on ne sait jamais. S'il s'en va au MRC, est-ce que pour cela, au niveau de l'hémicycle, on va considérer que le MRC a désormais un siège à l'Assemblée nationale? Que non. Parce que la première condition que pose la Constitution, qui est la loi fondamentale, c'est que le parti politique concourt à l'expression du suffrage. Oui. Et la loi de 90 sur les partis politiques parle de l'investiture, parle de l'organisation interne des partis, qui passe par l'investiture. Est-ce que le MRC a investi un candidat qui occupe un siège actuellement à l'Assemblée nationale? Que non. Que non. Donc, l'honorable Nietzsche pourrait aller d'un parti à un autre. Le siège qu'il occupe est enregistré comme étant un siège du SDF. Maintenant, sa représentation, j'ai envie de dire sa représentativité, quant à elle, c'est un autre débat. Parce que, comme on le disait en début de propos, en début de traitement de ce thème, vous savez, la question du mandat impératif, comme beaucoup de choses, a été importée. Elle a été importée du Royaume-Uni au XVIe siècle. Au XVIe siècle. Parce que là-bas, on se rendait compte que les élus portaient généralement les préoccupations du peuple vis-à-vis de l'aristocratie dirigeante. Et lorsque le peuple avait l'impression que sa voix n'était pas suffisamment portée, il révoquait, autant pour moi, il révoquait le mandat qu'il avait donné à ces élus-là. Et on s'est dit qu'on se trouvait dans une insécurité totale, parce que si le peuple est à même de révoquer le mandat qu'il a donné, par exemple, à l'honorable Sumba Bongono, ça veut dire qu'au sortir de cette émission, s'il a tenu un propos pas du tout intéressant, on lui retire ce mandat et là, il n'est plus député.
Ce qui est quand même une source d'instabilité politique à n'en pas finir. Très bien. Vous me donnez la possibilité justement de poser la question. Peut-être qu'on verra pour la première fois dans le déroulement de l'émission les deux avocats ne pas partager le même point de vue. Pourquoi vous semblez créditer la thèse d'un vide juridique? Alors, je vais apporter une petite précision. Dans la question que vous avez reprise, je parle d'élus. Tout à fait. Mais on a corrigé, je pense que je pourrais corriger, ce n'est pas que des élus, ce sont des représentants. Parce que si vous prenez en compte, par exemple, la Chambre haute du Parlement, qui est le Sénat, il n'y a pas que des personnes qui sont passées par le suffrage, voilà, qui ont été élus, donc ils sont des représentants. J'incline à penser que c'est plutôt représentants qu'il faudrait comprendre et pas seulement élus. C'est-à-dire que peu importe que le membre ait eu le suffrage ou qu'il ait été désigné par le président de la République. Voilà, donc corrigeons ça. Maintenant, moi je pense qu'il y a un vide juridique, de mon point de vue, parce que si on vous parle de... Quand la loi a voulu dire quelque chose, elle a dit de façon explicite. Et elle a parlé alors qu'elle n'y était pas tenue. Elle aurait pu laisser le soin aux partis politiques de déterminer les conditions, ou alors tout simplement au jeu politique de déterminer le rapport de force. C'est ça. Mais la loi a voulu dire de façon précise que le mandat ne peut pas être un mandat impératif. En revanche, sur ce point-là, qui est celui de savoir à partir de comment doit-on faire, c'est-à-dire que, vous savez, en droit pénal, on vous dit quand la loi veut quelque chose, elle le dit, quand elle ne le veut pas, elle le tait. Elle laisse du flou. Tout à fait. Et le législateur, il lui arrive de créer lui-même l'ambiguïté en faisant, passez-moi l'expression, une filouterie, qui naît du silence. Je ne sais pas si c'est une filouterie. Peut-être simplement que on n'y a pas pensé. Vous savez, la loi, c'est pas pour rien que, et c'est pour ça que moi je regrette qu'il n'y ait pas d'alternance au Cameroun, parce que je pense que les alternances successives contribuent à mieux adapter la loi à sa réalité. La loi est destinée à aider. Le droit déjà, de façon globale, permettez-moi juste d'ouvrir une petite parenthèse, est défini comme étant l'ensemble des règles qui gouvernent la vie des individus dans une société et à un moment donné. Donc la loi est à la fois, le droit d'une façon globale, est fils et de son époque et également du lieu dans lequel il y a une dimension spatio-temporelle de la loi. Donc c'est la raison pour laquelle, si vous éliminez l'élément l'élément époque, vous risquez de mettre la loi en déphasage. Aujourd'hui, quand on vous dit par exemple les mœurs, l'appréciation des mœurs aujourd'hui, en 2025, ne peut pas être la même que celle qu'elle était, par exemple, en 2000. Tout à fait. Donc, si vous n'avez pas un texte qui suit cette évolution de la société... On n'a pas besoin d'alternance forcément pour aligner les textes à l'ère du temps, non? Je ne vais pas vous raconter l'histoire que j'ai racontée ici il y a encore 2 ou 3 semaines. Je ne sais pas si vous étiez là ce jour-là, mais j'ai raconté toujours. Ce qui est vrai, hein, c'est une petite histoire. Je suis désolé de me remettre encore en scène, mais je raconte toujours parce qu'elle est vraie. J'ai un ami d'enfance avec lequel on a grandi, qui lui a la liberté de me dire ce que il pense, voilà, sans aucun filtre, qui entre un jour à mon cabinet et qui voit une toile d'araignée, cabinet dans lequel je vis depuis à peu près 11, 12, 13 ans. Et pour moi, la toile d'araignée a fini par rentrer dans mon inconscient, tout à fait, de sorte que je n'ai plus le recul qui me permette de la voir. Et il a fallu que lui, pour la première fois, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu, il entre et me dit, bah tiens, écoute Claude, regarde. Donc, mais regarde cette toile d'araignée. Je le dis pour dire que quand vous êtes aux affaires pendant 43 ans, vous ne voyez plus la toile d'araignée. C'est pour ça qu'un ministre nous a dit que lui, il ne voit pas les poubelles. Il ne voit pas les trous, parce qu'il a fini par s'y habituer. Ça fait partie du décor, c'est normal. Je suis désolé pour vous, Laurent. Moi, je vous ai dit, encore une fois, j'apprécie, vous avez le sens au moins du recul, que malheureusement, beaucoup de vos collègues ne savent pas souvent avoir, ou quand ils l'ont, refusent de l'indiquer, le dit publiquement. Pour la protection encore de son mandat, voilà, et autres. C'est pour ça que je pense qu'une alternance partout dans tous les pays du monde, elle est bien. Regardez le Gabon. Le Gabon, il n'y a pas eu un grand changement. Et même d'ailleurs, le changement qui a été fait est totalement en contradiction avec les convictions qui sont les miennes. Parce que j'espère bien que le jour où il va y avoir un changement au Cameroun, ce ne sera pas un changement militaire. Et pourtant, qu'on le veuille ou pas, le Gabon, voilà, est un pays qui est rentré dans une nouvelle dynamique, qui apporte une alternance, c'est bien pour la démocratie. C'est la raison pour laquelle moi j'appelle à un changement.
de l'équipe, la démocratie, voilà, s'ils peuvent aller pendant quelque temps, 7 ans, se reposer un peu, réfléchir à une meilleure façon d'organiser. Pour revenir au débat, Maître Lassira, ça ne vous fait dites pas qu'il y a de un mal. vide juridique. Mais je pense donc que pour moi, si le législateur, c'est vous qui m'avez entraîné, hein, Allez. donc si vous voulez pas qu'on fasse des digressions, ne me posez pas de questions, parce que je ne fais que répondre à vos questions. Si le législateur avait voulu régler d'un point de vue, de façon précise, Oui. la question, je pense qu'il aurait pu rajouter un alinéa en disant que, voilà, toutefois, lorsque vous avez été élu, sous l'étiquette d'un parti politique, votre élection ne vous donne pas la possibilité de D'aller marchander cela tout à fait. ailleurs. Non, malheureusement, ça n'a pas été dit, et c'est ça qui laisse libre cours à toute forme de supputation, et je peux comprendre que ceux qui ont un intérêt ponctuel à un moment donné, voilà, peuvent parfaitement essayer de s'engouffrer dans cette brèche-là. Ont-ils pu avoir... Alors, vous avez bien compris, vous avez bien écouté la vidéo, vous avez très bien écouté, certainement. Donc, faites-vous votre idée, commentez, likez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser un petit pouce en haut pour liker, merci. Une fois de plus, si vous ne likez pas les vidéos, si vous ne commentez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Si vous ne souscrivez pas, si vous ne vous abonnez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Et nous vous prions vraiment de le faire pour nous parce que ça nous donne le courage et la force. YouTube reconnaît, lorsque vous likez, vous partagez, ça permet que l'algorithme YouTube partage des vidéos à plus de personnes encore. Merci beaucoup. Nous répondons à tous les commentaires. Portez-vous bien. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.